Phoenix, Arizona, 2022. Il est 3 heures du matin quand les cris de Diego réveillent toute la maison. Sa mère, Carmen, monte l'escalier en courant et le trouve assis dans son lit, trempé de sueur, les yeux ouverts mais le regard perdu quelque part qu'elle ne peut pas voir. Ce n'est pas la première fois. Cela fait 3 mois qu'il fait les mêmes cauchemars. Mais cette nuit est différente. Cette nuit, Diego dit quelque chose qui glace le sang de Carmen. « Maman, je dois aller en Virginie. J'ai laissé quelque chose enterré là-bas. » Carmen reste paralysée. Son fils a 4 ans, il n'est jamais sorti d'Arizona, il ne sait même pas où se trouve la Virginie sur une carte. Mais ce qu'il dit ensuite est encore plus troublant. C'est sous le Grand Chêne, près de la cabane grise, à 30 pas du Vieux Puy. Coordonnées 3845 nord, 7821 ouest. Carmen sent l'air s'échapper de ses poumons. Un enfant de 4 ans ne peut pas savoir ce que sont des coordonnées géographiques, encore moins les réciter avec cette précision. Son mari Roberto entre dans la chambre et entend la dernière partie. Ils se regardent en silence absolu. Diego continue de parler, mais maintenant sa voix sonne différemment, plus grave, plus fatiguée, comme si ce n'était pas la voix d'un enfant. Le dossier est dans la mallette noire, code d'accès 8392, Charlie Bravo. Vous devez le trouver avant eux. Qui sont eux, mon amour ? Demande Carmen d'une voix tremblante. Diego la regarde directement dans les yeux. Et à ce moment, Carmen jure qu'elle voit quelqu'un d'autre à l'intérieur du corps de son fils. Le FBI, ils ne peuvent pas savoir que j'ai parlé. Le silence qui suit est lourd, dense, impossible. Roberto allume la lumière et cherche son téléphone avec des mains tremblantes. Il tape les coordonnées dans Google Maps. Ce qui apparaît sur l'écran les laisse sans voix. C'est un endroit réel en Virginie, au milieu d'une forêt aux abords de Quantico. Exactement là où se trouve le quartier général du FBI. Mais ce n'était que le début. Ce qu'ils allaient découvrir dans les semaines suivantes changerait tout ce qu'ils croyaient savoir sur la réalité. Le lendemain matin, Carmen et Roberto tentent d'agir normalement. Ils préparent le petit déjeuner pendant que Diego joue avec ses blocs de construction dans le salon. Mais aucun des deux ne peut se sortir de la tête ce qu'ils ont entendu pendant la nuit. Roberto a passé les 3 dernières heures à chercher sur Internet. Ce qu'il a trouvé le laisse complètement déconcerté. Les coordonnées que Diego a récitées correspondent exactement à une zone boisée près de Quantico, Virginie. Mais il y a quelque chose de plus. Ce code que son fils a mentionné, 8392, Charlie Bravo, suit exactement le format que le FBI utilisait pour classifier les dossiers dans les années 70. Roberto le sait parce que son père a travaillé comme archiviste dans un bureau fédéral pendant 20 ans. Carmen appelle Diego pour le petit déjeuner. L'enfant arrive en courant, souriant, complètement normal, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Elle le regarde fixement, cherchant un signe que tout était un rêve. Mais alors, Diego laisse tomber sa fourchette et dit quelque chose qui fait renverser le café à Carmen. « Mon nom était Thomas Brennan. J'ai travaillé en contre-espionnage de 1972 à 1978. » Roberto se lève brusquement, renversant sa chaise. Diego continue de parler avec cette même voix grave, cette voix qui ne lui appartient pas. « J'avais 34 ans quand j'ai disparu. Ils ont dit que c'était un accident de voiture sur l'Interstate 66. Mais ce n'était pas un accident. Je savais trop de choses sur l'opération Blackbird. C'est pour ça qu'ils devaient m'éliminer. » Carmen prend Diego par les épaules. « Qui te dit ces choses? Tu as vu ça à la télévision? Quelqu'un t'en a parlé ?» Diego la regarde avec une tristesse qui ne devrait pas exister dans les yeux d'un enfant de 4 ans. « Personne ne me l'a dit, maman. J'étais là, j'étais lui. » Roberto aggrappe son ordinateur avec des mains tremblantes et cherche « Thomas Brennan, FBI 1978 ». Ce qui apparaît sur l'écran leur coupe le souffle. Il y a un article d'un vieux journal, une nécrologie. Thomas Brennan, agent du FBI, décédé dans un accident de la route le 17 mars 1978, 34 ans. Exactement ce que Diego vient de dire, mot pour mot. Mais la révélation la plus choquante était encore à venir. Carmen et Roberto passent les jours suivants dans un état de choc constant. Ils ont emmené Diego chez 3 pédiatres différents. Tous disent la même chose. L'enfant est en parfaite santé, aucun signe de trauma, aucune explication médicale pour ce qu'il dit. Un des docteurs suggère que peut-être Diego a entendu cette histoire quelque part et que son esprit d'enfant les a traités comme ses propres souvenirs. Mais cette théorie s'effondre lorsque Diego commence à donner des détails qu'aucun enfant ne pourrait inventer.
Un après-midi, pendant qu'ils dessinent ensemble, Diego trace un plan détaillé d'un bâtiment. Il inclut des pièces, des corridors, des sorties de secours. En haut, il écrit avec son écriture enfantine « Bureau FBI, bâtiment Hoover, 4e étage Est ». C'était mon bureau, dit-il en pointant un endroit spécifique. Et ici, c'étaient les archives où nous gardions les dossiers classifiés niveau 5. Seules 6 personnes y avaient accès. J'étais une d'elles. Roberto prend une photo du dessin et l'envoie à un ami qui travaille dans la sécurité gouvernementale. La réponse arrive 2 heures plus tard. D'où sors-tu ça? C'est le design exact du 4e étage du bâtiment Hoover. Mais cette disposition date des années 70. Il a été complètement rénové en 1985. Cette information n'est pas disponible publiquement. Cette nuit-là, Carmen prend une décision. Ils ont besoin d'aide professionnelle, mais pas de médecin. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprend l'impossible. Elle cherche sur Internet pendant des heures jusqu'à trouver la docteure Patricia Sandaval, psychologue spécialisée dans les cas de mémoire transgénérationnelle et des phénomènes de réincarnation chez les enfants. Son cabinet est à Tucson, à 2 heures de Phoenix. Le rendez-vous est fixé au vendredi. Mais le jeudi soir, quelque chose se produit qui accélère tout. Diego entre en courant dans la chambre de ses parents à 2 heures du matin, complètement réveillé, avec un papier dans la main. Il a dessiné une carte. Et au centre de la carte, il y a un X marqué par un cercle rouge. « C'est enterré ici », dit-il avec urgence. « Mais nous devons y aller maintenant. Ils vont le chercher lundi. S'ils arrivent premiers, toutes les preuves disparaîtront pour toujours. » Comment un enfant de 4 ans pouvait-il savoir ça? Et plus important encore, que se passerait-il s'il avait raison? Samedi matin, 6 heures. Carmen et Roberto sont à l'aéroport de Phoenix avec Diego, achetant des billets de dernière minute pour Washington DC. La décision a été impulsive, presque irrationnelle, mais quelque chose dans l'urgence de la voix de leur fils les a convaincus. Ils ont annulé leurs emplois pour une semaine, vidé leur compte d'épargne, fait leurs valises comme s'ils fuyaient quelque chose. Durant le vol, Diego reste inhabituellement silencieux. Il regarde par la fenêtre avec une intensité qui ne correspond pas à son âge. Carmen tente de le distraire avec des jeux sur la tablette, mais il ne répond pas. Puis, au milieu du vol, Diego prend la main de sa mère et murmure quelque chose qui lui donne la chair de poule. Dans la mallette, il y a des photographies de personnes qui ne devraient pas être ensemble. Un sénateur, 2 juges de la Cour suprême et 3 agents qui étaient supposés travailler dans des camps opposés. Tous réunis dans une cabane, le 23 août 1977. Je les ai photographiés. C'est pour ça qu'ils ont dû me tuer. Roberto, assis de l'autre côté de l'allée, se penche vers eux. « Diego, qui te dit ça? Tu entends des voix ?» Diego secoue la tête. « Ce ne sont pas des voix, papa. Ce sont mes souvenirs. Je sais que ça semble impossible, mais je me souviens d'être là. Je me souviens de l'odeur de pin de la forêt. Je me souviens du poids de l'appareil photo. Je me souviens de la peur quand je me suis rendu compte que quelqu'un savait que j'étais là. » L'avion atterrit à Washington à 15 heures. Il loue une voiture et commence le voyage vers les coordonnées que Diego a indiquées. Le GPS les guide par des routes de plus en plus étroites jusqu'à ce qu'ils finissent sur un chemin de terre qui s'enfonce dans une forêt dense. Il fait presque nuit quand ils s'arrêtent finalement. Diego descend de la voiture avant que Roberto n'éteigne le moteur. Il marche droit vers les arbres, comme s'il connaissait le chemin par cœur. Carmen et Roberto le suivent en utilisant les lampes de leur téléphone. Puis, Diego s'arrête devant un énorme chêne, pointe vers le sol. Ici, à 1 mètre de profondeur, 30 degrés nord-est depuis la racine principale. Roberto enfonce la pelle qu'ils ont achetée en chemin et commence à creuser. La terre est humide et dure. Roberto creuse depuis 20 minutes quand la pelle frappe quelque chose de solide. Le son métallique résonne dans le silence de la forêt. Carmen éclaire le trou avec son téléphone, tandis que Roberto nettoie la terre avec ses mains. Ce qui émerge de l'obscurité les laisse sans voix. Une mallette noire, ancienne, couverte de rouille, mais étonnamment intacte. Diego s'agenouille près du trou. Ses petites mains touchent le métal avec une familiarité troublante. C'est celle-ci. Je l'ai enterrée la nuit du 16 mars 1978, 24 heures avant qu'il ne me tue. Roberto sort complètement la mallette. Elle pèse plus que prévu. Il y a un cadenas à combinaison au devant. Carmen est sur le point de suggérer de le casser quand Diego tourne déjà les chiffres. 8, 3,
9-2. Clic. La mallette s'ouvre. À l'intérieur, il y a des documents jaunis protégés dans des sacs plastiques scellés, des photographies en noir et blanc, des cassettes audio et un magnétophone de journaliste des années 70, étonnamment bien préservé. Roberto prend l'un des documents avec des mains tremblantes. C'est un rapport classifié du FBI daté d'août 1977. Le tampon top secret est clairement visible sur chaque page. Carmen prend l'une des photographies. Elle montre 5 hommes assis autour d'une table dans ce qui semble être une cabane rustique. Alors que l'image est vieille, elle peut distinguer clairement les visages. L'un d'eux porte un costume formel qui semble déplacé dans cet environnement rural. « C'est le sénateur Mitchell », dit Diego d'une voix calme. « Il est mort en 1982. Officiellement, c'était une crise cardiaque, mais je connaissais la vérité. C'est pour ça que j'ai dû garder tout ça. » Roberto cherche sur son téléphone, trouve des informations sur le sénateur Robert Mitchell, décédé en 1982, de crise cardiaque. La photo officielle du sénateur correspond parfaitement à l'homme sur la photo. Carmen prend l'une des cassettes. Elle est étiquetée à la main « Opération Blackbird, réunion principale le 23 août 1977 ». « Nous devons écouter ça », dit Roberto. Mais Diego secoue la tête avec urgence. « Non, pas ici. Il nous observe. Il nous observe toujours. » À ce moment, ils entendent le bruit d'un moteur qui s'approche par le chemin de terre. « À la voiture, maintenant !» crie Roberto, en jetant la mallette dans le coffre. Les phares d'un véhicule apparaissent entre les arbres. Carmen porte Diego et court vers la voiture. Roberto démarre le moteur juste au moment où un SUV noir s'arrête, bloquant partiellement le chemin. 2 hommes descendent du véhicule. Costume droit, lunettes soleil, même s'il fait déjà nuit. L'un d'eux lève la main en signe d'arrêt. Roberto accélère, contournant le SUV par le bord du chemin, soulevant un nuage de poussière et de pierres. Dans le rétroviseur, il voit les hommes courir vers leur véhicule. « Qui sont-ils » demande Carmen d'une voix étouffée. Diego, depuis son assiette arrière, répond avec ce calme inquiétant qui est devenu familier. « Des nettoyeurs. Les FBI les utilisent quand quelque chose du passé doit disparaître définitivement. Je savais qu'ils viendraient. C'est pour ça qu'on devait arriver en premier. » Roberto conduit à toute vitesse par des routes secondaires pendant 40 minutes jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'ils ne sont pas suivis. Il s'arrête dans un motel de route aux abords de Fredericksburg. Il pète en cache, s'enregistre sous un faux nom. Dans la chambre, ils peuvent enfin examiner le contenu de la mallette avec calme. Carmen étale les photographies sur le lit. Il y en a 17 au total. Toutes montrent la même réunion sous différents angles. En plus du sénateur, elle identifie un homme que Diego désigne comme le juge Thomas Hartwell de la Cour suprême. Une recherche rapide confirme que Hartwell est mort en 1979 dans un supposé accident de chasse. 2 morts opportunes, 2 personnes qui apparaissent sur ces photographies. Roberto connecte le vieux magnétophone à un adaptateur qu'ils ont acheté dans une station de service. Il insère la première cassette. Il y a un craquement, de la statique, puis des voix claires, reconnaissables. L'opération Blackbird nécessite une couverture totale. Les dossiers du projet MK sont compromis. Nous devons nous assurer que toutes les preuves physiques disparaissent avant la commission d'enquête du Sénat. C'est la voix d'un homme âgé, autoritaire, habitué à donner des ordres. Diego ferme les yeux. C'est le directeur associé Warren Collins. Il est mort de cancer en 1995. Ou c'est ce qu'ils disent. Carmen et Roberto se regardent. Il n'y a plus de doute, plus de scepticisme. Ce qu'ils ont entre les mains est la preuve d'une vraie conspiration. Et leur enfant de 4 ans est le seul homme vivant qui connaît toute la vérité. Mais la question la plus terrifiante reste sans réponse. Comment est-il possible que Diego sache tout ça? Il passe toute la nuit à écouter les cassettes. Il y en a 5 au total. Chacune contient des conversations qui révèlent un réseau de corruption traversant les plus hautes sphères du gouvernement américain des années 70. Il parle d'opérations clandestines, de dossiers détruits, de témoins éliminés. Il mentionne des noms, des dates, des lieux. Tout est là. 45 ans de secrets enterrés dans une forêt de Virginie. À l'aube, Carmen prend une décision. Nous devons rendre ces enregistrements publics, les apporter à un journal, à une chaîne d'information. Roberto secoue la tête. Et comment expliquer comment on les a obtenus? On dit que notre fils de 4 ans nous y a menés parce qu'il se souvient de les avoir enterrés dans une vie passée? Le silence qui suit est lourd.
Ils ont des preuves irréfutables de crimes gouvernementaux, mais aucune façon crédible d'expliquer leur origine. Diego, qui dormait dans l'autre lit, se réveille soudainement. Il s'assoit et regarde directement ses parents. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Elle s'appelle Margaret Brennan. C'était ma femme, enfin, la femme de Thomas. Si elle est encore vivante, elle peut tout confirmer. Elle savait que j'enquêtais sur l'opération Blackbird. C'était la dernière personne à qui j'ai parlé avant de disparaître. Carmen cherche sur Internet avec des mains tremblantes. Margaret Brennan, veuve d'agent FBI. Les résultats apparaissent lentement. Il y a un article d'un journal local de Virginie d'il y a 3 ans. Margaret Brennan, 81 ans, interviewée pour le 40e anniversaire du décès de son mari. Elle est vivante. Elle vit dans une résidence pour personnes âgées à Riverside. 2 heures plus tard, ils sont devant la résidence Riverside pour personnes âgées. C'est un bâtiment en briques rouges entouré de jardins bien entretenus. La réceptionniste les regarde avec méfiance quand ils demandent à voir Madame Brennan, mais finalement les laisse passer. Margaret est assise dans un fauteuil roulant près d'une fenêtre, regardant le jardin. Elle a les cheveux complètement blancs et les mains qui tremblent légèrement sur ses genoux. Quand Diego entre dans la chambre, elle lève les yeux. Et à ce moment, quelque chose d'impossible à expliquer se produit. Les yeux de Margaret se remplissent de larmes. Sa bouche s'ouvre dans un geste de choc absolu. « Tommy ?» murmure-t-elle d'une voix brisée. « C'est toi ?» Le silence qui suit est lourd. Margaret tend une main tremblante vers Diego qui marche lentement vers elle. Carmen veut l'arrêter, le protéger, mais quelque chose dans l'intensité du moment la paralyse. Diego prend la main de Margaret. Et alors, il parle avec cette voix qui ne surprend plus ses parents. Cette voix qui n'appartient pas à un enfant de 4 ans. « Maggie, je t'ai dit que je reviendrais. Je te l'ai promis cette nuit-là avant de sortir. Tu te souviens ?» Les larmes coulent librement sur le visage ridé de Margaret. « Tu m'as dit que si quelque chose t'arrivait, tu reviendrais finir ce que tu avais commencé. Mais je pensais que tu parlais façon métaphorique. Je n'ai jamais imaginé. » Diego s'assied sur le parterre à côté du fauteuil roulant. « Le 21 février 1977, notre anniversaire, je t'ai offert un collier en argent avec une émeraude. Je l'ai mis autour de ton cou et je t'ai dit que cette pierre était de la couleur exacte de tes yeux quand tu riais. On l'a achetée dans cette petite bijouterie à Georgetown, tu te souviens? Celle qui était à côté de la librairie où on s'est rencontrés. » Margaret sanglote ouvertement maintenant. Personne ne savait ça. Personne, même nos familles ne savaient pas pour ce collier. Je l'ai perdu le jour de tes funérailles. J'ai toujours pensé que c'était un signe que tu m'avais quitté pour toujours. Roberto et Carmen observent la scène avec un mélange d'émerveillement et de terreur. Ce dont ils sont témoins défie la logique, toute raison. Diego continue. Le dossier que j'ai enterré contient les preuves de l'opération Blackbird. Tout est là. Les photographies que j'ai prises dans la cabane, les enregistrements de la réunion, les documents que j'ai réussi à copier avant qu'ils ne s'en rendent compte. Je les cachais parce que je savais qu'ils viendraient me chercher. Et j'avais raison. Margaret hoche lentement la tête. « Toujours su que ta mort n'était pas un accident. Je te connaissais. Tu étais trop prudent, trop bon dans ton travail. Mais quand j'ai essayé d'enquêter, ils m'ont menacé. Ils ont dit que si je ne cessais de poser des questions, j'aurais le même destin que toi. » Roberto s'avance. « Madame Brennan, nous avons la malise. Nous l'avons trouvée exactement où Diego, ou Thomas, a dit qu'elle serait. Nous avons besoin de votre aide pour rendre ça public de façon sûre. » Margaret regarde Diego pendant un long moment, puis éloquesse avec détermination. « Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Quelqu'un qui attend depuis des décennies que cette histoire sorte au grand jour. » Margaret fait un appel depuis le téléphone de la chambre. Elle parle à voix basse pendant quelques minutes. Quand elle raccroche, son expression est sérieuse mais déterminée. Il est en route. S'appelle David Morrison. C'était le superviseur direct de Tommy au FBI. Il était l'une des rares personnes qui a toujours cru que la mort de mon mari n'était pas un accident. Ils l'ont forcé à prendre une retraite anticipée en 1982 parce qu'il ne cessait de poser des questions gênantes. 2 heures plus tard, un homme âgé d'environ 75 ans entre dans la chambre. Il a le port militaire de quelqu'un qui a passé sa vie dans l'application de la loi. Ses yeux, cependant, montrent la fatigue de quelqu'un qui a porté trop de secrets pendant trop longtemps. « Margaret m'a dit quelque chose d'impossible au téléphone, dit-il en regardant Diego. Elle a dit que Thomas était revenu. » Diego se lève. « Agent Morrison, merci d'être venu. Je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai besoin que vous écoutiez les enregistrements que nous avons récupérés. » Au cours des 3 heures suivantes, Morrison écoute les 5 cassettes complètes, examine les photographies, lit les documents.
Son expression passe du scepticisme à la surprise, puis à la colère et enfin à une détermination de faire. C'est suffisant comme preuve pour ouvrir des dizaines de cas, dit-il finalement. Mais nous avons besoin de protection. Si nous rendons ça public de façon incorrecte, ces enregistrements disparaîtront. Et vous avec. Morrison fait plusieurs appels sur son téléphone mobile. Il parle en code, mais le message est clair. Il active un réseau de contacts qu'il a maintenu pendant des décennies en attendant ce moment. Demain à 10h, nous avons une réunion avec la journaliste Sarah Chen du Washington Post. Elle enquête sur des cas de corruption du FBI depuis des années. On peut lui faire confiance. J'ai également contacté un avocat spécialisé dans les cas de lanceurs d'alerte. On se retrouvera dans un lieu neutre. Cette nuit-là, à l'hôtel, Diego fait un autre cauchemar. Mais cette fois, c'est différent. Carmen l'entend parler dans son sommeil. « C'est presque fini, Maggie. Je peux presque me reposer. Je dois juste m'assurer que la vérité sorte au grand jour. Alors finalement, je serai libre. » Quand il se réveille le matin, Diego semble plus petit d'une certaine façon, plus comme l'enfant de 4 ans qu'il est, comme si le poids qu'il portait commençait à s'alléger. La rencontre avec Sarah Chen va tout changer. Et l'histoire que Diego a portée pendant 2 vies trouvera finalement sa fin. Le bureau du Washington Post est dans un immeuble moderne du centre de DC. Sarah Chen les reçoit dans une salle de conférence privée. C'est une femme d'environ 40 ans, avec une expression aiguisée et pénétrante. Elle a amené un technicien audio et un authentificateur de documents. Pendant 4 heures, ils examinent chaque pièce de preuve. Le technicien confirme que les enregistrements sont authentiques, que les voix peuvent être vérifiées avec une analyse forensique. L'authentificateur certifie que les documents correspondent au format et au tampon officiel du FBI de cette époque. Les photographies sont soumises à une analyse numérique qui confirme qu'elles n'ont pas été manipulées. Sarah Chen regarde Diego avec une expression indéchiffrable. « J'ai besoin que vous me racontiez comment vous avez trouvé ça, l'histoire complète. » Carmen et Roberto échangent des regards. Ils ont décidé de dire la vérité, peu importe à quel point elle semble impossible. Ils racontent tout. Les cauchemars, les coordonnées, la rencontre avec Margaret, chaque détail impossible. Chen prend des notes en silence. Quand il termine, elle reste silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle parle. « Je ne vais pas publier la partie sur la réincarnation. Ça détruirait la crédibilité de toute l'enquête. Mais je peux dire que les preuves ont été fournies par un membre de la famille de Thomas Brennan qui souhaite rester anonyme. Margaret peut confirmer l'authenticité, Morrison peut fournir le contexte institutionnel et les documents parlent d'eux-mêmes. » L'article est publié 3 semaines plus tard. Première page. Documents déclassifiés révèlent une conspiration du FBI dans les années 70. L'opération Blackbird. L'histoire devient virale en quelques heures. D'autres médias la reprennent. Le Congrès annonce une enquête formelle. Le FBI est forcé de déclassifier des dossiers additionnels liés au cas. 6 mois plus tard, Carmen et Roberto sont de retour à Phoenix avec Diego. Les cauchemars ont complètement disparu. Diego ne parle plus avec cette voix grave, ne mentionne plus Thomas Brennan. C'est simplement un enfant de 5 ans qui joue avec ses amis et va à la maternelle. Un après-midi, pendant qu'ils dessinent ensemble, Carmen lui demande s'il se souvient de quelque chose de ce qui s'est passé. Diego la regarde avec ses yeux clairs et innocents. « J'ai fait des rêves bizarres, maman, mais je ne me souviens plus très bien. C'était important ?» Carmen le serre fort dans ses bras. « Non, mon amour, ce n'est plus important. Tu as accompli ta mission. » Cette nuit-là, Margaret Brennan décède paisiblement dans son sommeil. Dans sa main, elle tient une vieille photographie de son mariage avec Thomas. Et sur son visage, il y a un sourire serein. La vérité a finalement été révélée. Et 2 âmes ont pu reposer. Certains mystères transcendent la vie et la mort. Ceci n'était qu'une de ces histoires impossibles. Et peut-être, juste peut-être, il y a plus de vérité dans le monde que nous ne sommes prêts à accepter.